Alors, je voudrais vous dire brièvement, rappeler quels sont les OGM, mais j'ai vu que vous en avez beaucoup parlé en milieu confiné ou non. Quels sont les OGM dans l'environnement? Je ne parlerai pas d'animal augmenté, puisque, comme on l'a compris, c'est surtout par rapport à l'utilité humaine et un des premiers animaux dits modifiés était une souris et brevetée dans le monde, était une souris pour avoir un cancer, la souris Oncomouse, et donc vous voyez qu'elle était plutôt animal diminué. Augmenter, diminuer, c'est une question philosophique qui, à mon avis, n'est pas pertinente par elle-même, dans la mesure où ça dépend de quel point de vue l'on se place et notamment de quelle partie de la population on se place. Si on se place pour les mangeurs de viande occidentaux, évidemment, l'animal va être augmenté s'il fait plus de viande, il va être diminué d'un point de vue écosystémique par contre. Donc, les méthodes de fabrication et d'évaluation, la réglementation et la mise sur le marché, et le bilan et pourquoi un débat. C'est ce qui vous intéresse, je crois, aujourd'hui. Vous avez l'ensemble de ce sujet qui a été abordé dans un de mes derniers livres, Ces OGM qui changent le monde, aux éditions Flammarion. Donc, prenons les OGM en milieu confiné. Je voudrais vous donner des exemples de ces animaux augmentés ou modifiés ou diminués. Encore une fois, augmenter est une prise de position philosophique qui ne m'appartient pas. Alors, la première des choses, c'est que un OGM, il y a réellement une rupture, en fait, dans le sens où, bien sûr, depuis 10 000 ans, on a sélectionné des animaux pour l'utilité humaine par hybridation, par choix, mais là, on a modifié des animaux d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et ou par recombinaison naturelle. Et c'est une directive européenne qui date de 1990, des règlements qui datent de 2003 et un protocole international dit de Carthagène pour les organismes modifiés vivants qui date aussi de la même période. Donc, vous voyez, ça fait une vingtaine d'années. Réglementation spécifique aux OGM diffusés dans l'environnement, il y a un étiquetage, une traçabilité qui est nécessaire, qui n'existe pas avec les animaux dits édités, puisque c'est censé ne pas laisser de traces, mais ça en laisse, étant donné qu'il y a de plus en plus de technologies qui permettent de les détecter aujourd'hui. Alors, l'entrée dans le dictionnaire, ça a déjà fait débat, puisque vous voyez que c'était entre tête nucléaire et ogre, les OGM. C'est un peu un hasard, mais c'est bizarre. Et le dictionnaire dit que ça ne présente ni risque de dissémination, ni risque à la consommation, ce qui évidemment était faux. Alors, on a fait à peu près tous ces OGM, tous ces animaux, mais ça ne s'est pas cantonné aux animaux. J'ai assisté à des colloques un peu similaires aux vôtres, mais sur les montagnes, qui étaient volontairement changées, qui avaient une importance légale pour certains, ou sur les plantes. Et c'est vrai que du point de vue écosystémique, les plantes sont plus importantes que tous les autres animaux, puisque sans plantes, on n'a pas d'écosystème, sans la photosynthèse et la respiration, on n'a pas aujourd'hui de vie sur Terre. Donc, la respiration, notamment des plantes, mais aussi la production d'oxygène par les plantes, on n'a pas la vie que nous connaissons sur Terre. Donc, les plantes ont été modifiées et aussi, là, disons, les économistes ont parlé de plantes augmentées, sans que cela soit pertinent. Par exemple, la première plante OGM du monde, c'est une plante qui est faite pour pouvoir absorber le principal pesticide du monde sans mourir. Alors pour certains, ça facilite l'agriculture intensive, donc en ce sens, c'est augmenté du point de vue de ceux qui veulent de l'agriculture intensive, mais qui est très dommageable pour le climat. Et pour d'autres, c'est une plante qui augmente, comme nous l'avons montré, les risques sanitaires, puisqu'elle va se gorger du principal pesticide du monde,
qui est complexe et cancérogène. Je parle bien du pesticide, c'est-à-dire du glyphosate et de ces poisons cachés qui sont très importants et que nous avons découverts, des résidus à base de pétrole. Donc, on parle il faut bien différencier dans notre débat ce qu'on appelle les animaux de laboratoire ou les animaux qui vont servir un petit peu et ceux qui vont servir pour l'environnement sur une large échelle. Alors, il n'y en a pas encore beaucoup sur une large échelle. En laboratoire, ça sert essentiellement à comprendre le rôle, le fonctionnement des gènes, et en ce sens, il y a eu des avancées intellectuelles. La maîtrise du clonage animal, elle est nécessaire dans le cadre d'une forte utilisation dans l'environnement pour exploiter les modifications génétiques ou les transformations animales. Et c'est quelque chose qui est nécessaire à comprendre parce qu'on a une multiplication sexuée pour les animaux et pour les plantes, on peut avoir une plante porteuse des deux sexes en même temps, donc on a une reproduction qui est plus facile pour une graine qui va donner un champ qu'on va pouvoir ressemer, tandis que pour un animal qui est modifié génétiquement, il faut avoir une souche, donc il faut avoir un mâle et une femelle, et il faut qu'il y ait des gènes aux mêmes endroits, etc., et que ça ne soit pas trop hétérogène pour la reproduction, trop hétérozygote, comme on dit dans notre spécialité. Alors, on a fait beaucoup de thérapies géniques et d'OGM. Pour vous donner une idée par rapport aux plantes et par rapport à tout ce qu'on a, aujourd'hui, quels sont les animaux de laboratoire en milieu fermé? En 1988, Oncomouse est devenu le premier animal OGM qui a été breveté. Et donc ça, c'est une question qui touche le droit, l'économie, c'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y a une rupture puisqu'on va permettre de mettre des brevets sur des animaux et sur de la vie, alors qu'auparavant, les brevets ne pouvaient pas concerner un être vivant. Et à 5 juges de la Cour suprême contre 4, hélas, à mon avis, aux États-Unis, les brevets ont été admis sur les animaux, sur les plantes, sur les gènes en fait, et la loi dit le brevet tient quand le gène se reproduit dans un être vivant. Ça a changé complètement le système aujourd'hui, puisque la société Genentech a multiplié par 15 ses actions en un après-midi quand il y a eu ces décisions de justice. Donc, il n'y a pas seulement une rupture épistémologique, il y a aussi une rupture économique dans le système. Et vous voyez que le cochon environnemental, la brebis ou le lapin fluo créent des réactions dans la société, sont brevetés. Il y a même Eduardo Kac, un artiste qui s'est emparé alors avec la permission du responsable du laboratoire de l'INRAE, enfin de l'INRAE maintenant, c'était l'INRA à l'époque, d'un lapin breveté pour le montrer comme un objet artistique, d'un lapin fluo qui avait été fait pour permettre le clonage, justement pour que ces embryons soient fluorescents, pour permettre donc l'utilisation par le clonage de ces OGM que certains appellent des animaux augmentés, qui ne le sont pas pour eux en tout cas. Alors, juste une toute petite parenthèse, il y a des levures augmentées. On a parlé tout à l'heure du microbiote. Dans le microbiote, il y a les micro-organismes tels que les bactéries, mais il y a aussi les levures, et ce sont des champignons. Et donc, tout ce que vous avez voulu rajouter dans les yaourts ou les sodas comme arôme artificiel, par exemple, peut être apporté par des levures augmentées. Dans le monde, c'est en commercialisation. Alors, pour vous donner une idée, ce qui est bleu clair, vous voyez, ce sont les plantes. La thérapie génique et les animaux, ça va être la petite partie violette, et le reste, ce sont des micro-organismes. Donc, c'est essentiellement les plantes qui sont augmentées, entre guillemets, puisque je n'aime pas ce terme, et je vous l'ai expliqué, sur Terre aujourd'hui. Alors, par contre, le premier animal qui est, lui, réellement augmenté dans sa chair, mais qui n'est pas augmenté pour lui-même, il est souvent stérile, il va avoir des conséquences environnementales graves. C'est un saumon transgénique qui est fait et qui a été autorisé. Alors, en Amérique du Sud, il n'a pas été autorisé en Amérique du Nord complètement
pour son élevage en milieu ouvert, mais il a été autorisé en Amérique du Sud. C'est le saumon transgénique sur lequel on a beaucoup travaillé avec Louise Vandelac depuis de nombreuses années. Voilà, c'est un saumon qui est à peu près 5 fois plus gros que la normale. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on lui met un gène pour qu'il produise de l'hormone de croissance en permanence et naturellement. Et c'est ce qu'on faisait auparavant par des injections d'hormones transgéniques, d'ailleurs, de Monsanto, à des vaches, à des cochons, pour qu'ils grossissent plus vite. Et c'est toujours pour une production pour les plus riches sur la planète, soyons clairs. Tout le monde n'a pas les moyens de manger du saumon et du gros saumon. Alors, c'est un saumon qui a plus de risques d'avoir de tumeurs, par exemple. Et contrairement à ce que nous avons demandé, les tests qui consisteraient à manger ce saumon à des rats pour voir si eux-mêmes développent des maladies n'ont pas été faits. Donc, aujourd'hui, il y a une lacune pour ce qui est autorisé commercialement, une grave lacune de l'évaluation sanitaire. Comme pour les plantes d'ailleurs, et pour les plantes, vous avez cette quantité surtout ces 4 plantes, et elles sont surtout pour contenir des pesticides pour les plantes qui sont réellement modifiées, qui sont réellement cultivées dans le monde. Vous en avez près de 80%, si on compte ces 17 et ces 56, enfin, c'est 26 et ces 56, qui sont faites pour contenir le principal herbicide du monde, qui est le Roundup de la société Monsanto, qui a été gravement accusé pour cela de malveillance aux États-Unis dans 3 procès, et ça a coûté à son acheteur Bayer plus de 10 milliards aujourd'hui d'amende contre 100 000 patients. Alors, vous voyez, la technique pour faire des animaux augmentés, c'est une injection souvent dans des cellules sexuelles, ce qui n'est pas le cas pour les plantes. On parle de cellules souches et l'animal génétiquement modifié, il faut de nombreuses, alors ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il faut de nombreuses tentatives pour un résultat. Et pour essayer de modifier un animal, il faut énormément d'embryons congelés, énormément de prélèvements, énormément de sacrifices d'animaux donneurs d'ovocytes, etc. Puisque ce n'est pas chez les mêmes animaux qu'on prélève les ovocytes et qu'on les remet. Donc, ce sont toujours des constructions génétiques artificielles, même en cas d'editing, en fait, et certaines de ces parties peuvent rester dans le génome ailleurs. Et donc, on peut les détecter. La traçabilité dans l'environnement a posé un problème pour les moustiques augmentés. Vous savez, on a essayé de faire des moustiques dans l'environnement qui permettent de ne pas transmettre certaines des maladies graves. Et une première aux États-Unis cette année, c'est des moustiques qui ont été modifiés pour être relâchés dans les îles du sud de la Floride et par une société britannique qui s'appelle Oxitec. Et l'objectif, c'était d'enrayer la propagation de maladies telles que la dengue, le Zika, le chikungunya ou la fièvre jaune. Et ces maladies sont transmises par les piqûres des femelles de ces insectes. On libère des mâles porteurs d'un gène qui tue la progéniture femelle à l'état larvaire. Les moustiques seront aussi fluorescents. Voilà le type de choses que vous pouvez appeler animal augmenté et qui évidemment va répondre à un problème spécifique dans un temps court. Alors, on ne connaît pas les conséquences à long terme et on suppose qu'elles seront toujours moindres que les conséquences à court terme. Là encore, il n'y a pas d'évaluation réelle. On ne peut pas revendiquer 50 ans de progrès technique en agroalimentaire sans connaître la traçabilité. Et voilà, je vous laisserai regarder depuis début 2003 ce qui est étiqueté ou non. Alors, pour l'évaluation, ce qui est important, et je conclurai par là, c'est qu'il y a 2 théories qui s'opposent. La première théorie est dite réductionniste, c'est-à-dire, grosso modo, on essaye et on voit s'il y a des... c'est la vieille théorie scientifique, on essaye et on voit ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et l'autre théorie dite à complexité intégrée, c'est-à-dire que quand on est sur une échelle de population, d'environnement ou d'écosystème, eh ben, il ne faut pas se contenter d'essayer, mais il faut évaluer dans des laboratoires a priori les effets à long terme. Et ça, c'est une théorie qui s'est développée au cours des années 90, tandis que la théorie réductionniste s'est développée au cours des années 80.
Donc, derrière le débat que vous soulevez, il y a évidemment le problème de l'évaluation sur la société. Et cette évaluation, est-ce qu'elle va bénéficier de crédit ou non? Pour avoir travaillé 30 ans dans le domaine, je peux vous dire que non. C'est-à-dire que l'État n'impose pas aux sociétés qui s'allient à la recherche fondamentale, l'État n'impose pas de tests sanitaires ou environnementaux à long terme. Et l'État n'en est pas capable d'ailleurs. Ce sont les compagnies qui le font, comme pour les pesticides, comme pour les nanotechnologies, comme pour d'autres choses. Donc, c'est un concept d'équivalence, je laisserai ça, qui prime dans la théorie réductionniste. C'est un concept qui est scientifiquement inadéquat et dépassé. Sinon, donc il y aurait équivalence entre bio et non bio, entre farine, on a parlé du prion, entre farine non chauffée et chauffée, hein, selon ce concept d'équivalence de théorie réductionniste. Et puis, il y a un réductionnisme génétique, comme on l'a vu, qui est largement dépassé avec le concept d'épigénétique, c'est-à-dire d'habillage du génome, et le concept d'hologénome. Donc, le réductionnisme, on a des effets très généraux qui peuvent ne pas être dus à quelques changements dans le génome et qui sont dus à des changements environnementaux du génome. Le réductionnisme toxicologique, là aussi je passerai. Alors pour tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est déterminé à aller finalement dans notre assiette, dans tous les tests, dans tout ce que vous avez vu comme projet, on voudrait, avec un certain nombre de chercheurs dans le monde, avoir un nouveau concept qui est le concept de complexité intégrée, c'est-à-dire qu'on teste les produits pendant longtemps, pendant la vie d'un animal qui en consomme, par exemple. Hein, souvent, ces produits, comme le soja transgénique, sont faits pour être consommés pendant une vie entière par des animaux. Là, les animaux sont déjà des terrains d'expérience, nos animaux de batterie. Donc, si on veut éviter de leur donner et les respecter et éviter de leur donner un certain nombre de maladies, ben, il va falloir un petit groupe d'entre eux donner ces aliments modifiés et les tester au niveau sanguin, comme on le ferait pour des humains. Donc sinon, on a un risque d'irréversibilité, de maladies à long terme, qui sont déjà nos principales maladies. On évoque assez facilement le coronavirus aujourd'hui, mais je vous rappelle qu'on meurt à peu près 150 000 fois plus du cancer et que dans les causes du cancer, il y a les causes environnementales qui sont importantes. Par exemple, pour le premier cancer, qui est le cancer du sein aujourd'hui, qui ne dépend que de 2 à 5% d'un certain nombre de gènes modifiés. Il y a donc 95 à 98% d'effets environnementaux, notamment tous les polluants, des gaz de voiture, des pesticides, des plastifiants qu'on met dans l'environnement. Et il y a un problème de brevetabilité du vivant qui est un vrai problème juridique, donc vous pourriez vous emparer, puisqu'il y a des juristes dans la salle, et je crois qu'aujourd'hui, c'est un problème qui est peu abordé, sauf dans des colloques tels que le vôtre. Il y a aussi un problème, vous l'avez vu, de fusion entre la recherche et l'entreprise, c'est-à-dire que c'est très bien ça pour développer les sous, encore que très souvent, les multinationales prennent les sous en fait de nos impôts en les défalquant de leurs propres impôts. Et il y a un problème, c'est qu'on n'a pas développé la contre-expertise à la hauteur financière où on a développé la fusion recherche-entreprise. Et donc, on a nécessité d'une expertise contradictoire qui génère des colloques tels que le vôtre aujourd'hui. Ceci est dû au fait que pour la première fois, en 1980, par 5 voix contre 4, un humain seulement, la Cour suprême des États-Unis s'est prononcée pour un brevet sur un organisme vivant. C'était un OGM, c'était une bactérie. Mais on a eu en 1988 le premier OGM breveté qui était en fait un animal. C'était la souris Oncomouse qui était diminuée, qui avait beaucoup plus facilement des cancers. Donc ça, je vous l'ai dit, ça fait augmenter par 15 le prix des actions. Alors, nous sommes connus quand on fait OGM augmenté. Mon laboratoire est connu pour les tumeurs qui ont été données à des rats.
qui ont été confirmés, mais pas seulement, on a eu des effets sur les reins et les foies à cause des premières plantes augmentées qui donnaient à des animaux des maladies chroniques graves et donc potentiellement aux humains. Donc nous confirmons et nous signons ces résultats aujourd'hui qui ont été publiés aussi dans Nature grâce à la transcriptomique, la génomique, la protéomique, etc. Et nous avons répondu à toutes les critiques. Les Monsanto Papers, c'est une des grandes compagnies qui finance ces animaux, ces plantes augmentées. Elle a montré de la malveillance et aujourd'hui, nous avons 56 000 de mes citations où elle montre de la malveillance dans ces 2,5 millions de pages que la justice l'a obligée à rendre publiques. Donc, nous connaissons bien le dossier et nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il y a énormément de malveillance dans ces problématiques et notamment à cause des conséquences économiques dues elles-mêmes à une dérive du droit, à mon avis, car on ne devrait pas pouvoir breveter la vie, mais on peut le faire. Et c'est finalement le fondement, un des fondements du sujet que vous traitez aujourd'hui.